Est-ce qu'une énième taxe dans le pays le plus taxé du monde serait la solution à tous nos problèmes, la solution miracle? C'est parti. Est-ce que la taxe Zuckman, c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est un truc complètement absurde, en réalité. Wow. Complètement absurde. Complètement absurde. Wow. Et il faut voir à quel point ça panique les entrepreneurs avec lesquels je vis depuis 12 ans. C'est le sel de la terre, leur entreprise. Et ils ont pris leurs risques, ils ont construit leur boîte, et on vient leur expliquer qu'on va leur prendre 2% de leur boîte tous les ans. BPI France, c'est quand même une banque publique, hein. Donc c'est un appareil d'État qui est contre une nouvelle taxe. C'est invraisemblable. Et 2% d'ailleurs, pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Il a fait son calcul en disant il nous manque 20 milliards. 20 milliards, ça fait 2. Mais le problème d'ailleurs, c'est qu'il manque pas du tout 20 milliards. Il manque 150 milliards pour stabiliser la dette française. Ouais. Donc ça n'a aucun sens tout ça. C'est uniquement... D'abord, ça n'arrivera jamais. C'est uniquement fait pour hystériser le débat. Et donc le plus tôt ce débat s'arrête, le mieux... Parce que c'est un militant avant tout, hein, qui n'est pas autant un génie qu'on le croit. Je sais qu'il est élevé au rang quasiment de... Mec, c'est la Adam Smith de l'économie, il est incroyable. D'ailleurs, je crois qu'il est résident fiscal et qu'il va payer l'impôt là-bas beaucoup moins élevé, donc c'est plus facile d'augmenter celui des autres. Mais même si c'est les riches, souvent le truc c'est qu'est-ce que vous en foutez, vous n'êtes pas riche, ça vous concerne pas. Déjà, c'est un peu un problème de merde, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que t'en as à foutre, je sais pas, de tous les problèmes du monde, vu qu'ils te concernent pas. Je veux dire, la Palestine, t'es pas palestinien. Pourtant, t'en as quelque chose à foutre. Moi, j'ai pas envie que mon pays soit détruit économiquement par une énième taxe dans le pays le plus taxé du monde. Quand même que la France pour te parler d'égalité, de justice fiscale, alors que tu y taxes tout le monde. Ce sera pour les entrepreneurs. Dans 10 jours, vous allez avoir 20 000 entrepreneurs dans le stade de l'Accor Arena de Bercy, ça s'appelle le BIC, c'est l'événement qu'on fait. Avec le pays. Mais vous allez voir ce qu'ils pensent. Ces gens-là tirent la France. Il faut les aider, il faut leur donner les moyens. Au lieu de leur dire qu'on va leur piquer 2% de leur fortune, de leur propriété, qu'ils ont construite eux-mêmes. Hein. Mais même les très riches, les Bernard Arnault, les François Pinault. Ah, mais arrêtons de leur taper dessus. Ils ont construit des boîtes incroyables. Incroyable. Vous dites qu'ils tirent la France, et en même temps, ce que disent notamment les pro-taxes Zuckman, c'est que proportionnellement, par rapport à la moyenne d'une classe moyenne française qui paye entre 30 et 40% d'impôts sur les revenus, proportionnellement, ils en payent beaucoup moins. Mais ça n'a... Si ça c'est vrai, pourquoi, au lieu d'augmenter encore, on met pas tout le monde au même niveau? J'ai vu qu'en moyenne, ils payaient 27% les plus riches. Et que le français moyen était à 45, un truc comme ça. Et ben on abaisse le français moyen, on le met à 25. On le met bien lui aussi. Mais la manière dont il le présente, qui est de rapporter une fortune à un flux qui s'appelle le PIB, qui est la richesse nationale créée chaque année, n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il faut rapporter la fortune de ces gens-là à la fortune totale des Français, pas aux revenus des Français. Son calcul n'a aucun sens. Il nous emmène à l'abîme. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça n'arrivera pas. Donc le plus tôt ça s'arrête, le mieux ce sera. Parce que franchement, je vous assure... C'est quoi, c'est une forme de propagande presque? J'entends quand vous dites mais c'est absurde, il faut que ça s'arrête. Que quoi s'arrête? La petite musique qui monte et qui dit qu'au fond il faudrait absolument taxer les ultra-riches et que ça s'installe dans l'esprit des gens? C'est ce déchaînement de contre-vérité. C'est un déchaînement de contre-vérité. Voilà. Donc il faut revenir au calme, reprendre les choses telles qu'elles sont, et puis rappeler la base, qui est que c'est l'économie française qui finance l'État-providence français. Et pas l'inverse. Or l'État-providence, il galope devant. Systématiquement, la différence entre le cheval de devant et le cheval de l'économie, c'est la dette. Et donc il faut permettre à l'économie de rattraper l'État-providence. Il faut donner tous les moyens possibles aux entrepreneurs de se développer. Et pourtant, vous auriez pu vous réjouir, parce que je voudrais que vous écoutiez ce que dit Thomas Piketty. Thomas Piketty, qui est l'un des inspirateurs aussi de la taxe Zuckman, l'économiste, qui au fond dit ces 2%, s'ils l'ont pas en liquide, en quelque sorte, s'ils n'ont pas de liquidité ou de trésorerie pour les payer, eh ben, ils pourraient tout simplement faire rentrer l'État à hauteur de 2% dans les... Qui veut de l'État comme actionnaire? Je veux dire, quand est-ce que l'État fait rêver quelqu'un? C'est pas un peu le pire actionnaire possible? Je veux dire, t'es actionnaire d'une entreprise, la France, où je crois que t'as 1700 milliards d'impôts par an, et t'es endetté. Tu taxes le plus ta population, toutes les manières possibles et imaginables, et t'es endetté. T'es un piètre gestionnaire. Qu'est-ce que tu vas foutre dans l'actionnariat d'entreprise? Dans le capital, et l'État, en quelque sorte, c'est vous dans cela. Et écoutez ce que dit Thomas Piketty. On a 500 fortunes qui, d'après Challenge, en 2010 pesaient collectivement à peu près 200 milliards d'euros. Aujourd'hui, pèsent collectivement 1200 milliards. Les mêmes 500. Vous êtes multiplié par 6. Pour moi, la taxe Zuckman, c'est vraiment le minimum syndical. Nicolas Dufourc. Bon, les bras m'en tombent. Qu'est-ce que je vous dis? Très bien, d'accord, ils vont tous payer en papier leurs 2%. Et donc, qui va gérer ce papier? C'est moi, c'est la BPI, pas de problème. Donc, demain, j'aurai 2% du capital d'LVMH, après-demain 4%, après-demain 6%. Puis dans 10 ans, j'aurai 20% du capital d'LVMH, 20% du capital de Pinot Printemps 12, 20% du capital de Free. C'est délirant. C'est communiste en réalité. Et donc, d'où ça sort? Comment est-ce qu'on peut encore sortir des énormités comme ça? Incroyable. Banque d'État française, il utilise le terme communiste, enfin. En France. Et quand vous regardez le sondage commandé par le Parti Socialiste à l'IFOP, les résultats, c'est que 86% des Français seraient d'accord avec le principe de la taxe Zuckman. Non mais... Les Français sont stupides? Attends. Sondage IFOP commandé par le PS. Bon bah on est baisé déjà. Déjà il y a un problème. Ouais. Que 86% des Français soient d'accord pour que un certain nombre de leurs concitoyens, considérons-les comme ça, c'est pas des autres, hein, c'est pas une autre espèce, les fameux riches, c'est nos concitoyens, payent un peu d'impôts sur la liquidité qui est dans les holdings, pourquoi pas? Mais j'ai envie de rajouter quelque chose. Les Français savent tous qu'il y a beaucoup de Français
qui passent en note de frais leurs dépenses personnelles. C'est ça qu'on reproche aux fameux riches, hein. C'est vous passez en note de frais vos dépenses personnelles dans vos holdings là. Mais il n'y a pas que les riches qui font ça, les fameux riches de plus de 100 millions. Il y a énormément de Français qui font ça. Regardez le nombre de Français qui demandent les tickets pour le resto. C'est une manière de contourner la TVA, la taxe, les impôts. Évidemment. Oui. Évidemment. Donc, vous dites que tout le monde triche. Mais attendez, on est dans une querelle de famille où chacun pointe le voisin. Moi, je pense que chacun devrait regarder comment il se comporte dans la société française aujourd'hui. Pour vous, aujourd'hui, c'est une histoire de jalousie très française? C'est une pure histoire de jalousie à la française, mais qu'on a connue depuis en fait le milieu du 19e siècle. Hein. On peut baisser les impôts. Je peux pas paraître désagréable, hein, mais est-ce que c'est possible? Peut-être si on n'avait pas des trucs aussi énormissimes, on serait pas dans ces problèmes comme ça. Il y a toujours des gens qui essayent de s'en sortir, de pas payer tout ça. Parce que là, on est un peu toujours dans la même histoire. J'ai l'impression. Il y a beaucoup de choses jouent dans cette affaire. Il y a évidemment la haine du riche, qui est soi-disant le nouveau noble, alors qu'il faut quand même rappeler que François Pinault, il était fils de petit entrepreneur du bois, que Xavier Niel, c'est un enfant des banlieues. Tous ces gens-là, c'est la société française qui a réussi. On devrait leur dresser des statuts. La fortune de François Pinault, la fortune... Surtout qu'un mec comme Xavier Niel, c'est un innovateur. Et comment il s'appelle le mec qui était avec lui, qui a créé la Freebox? Je veux dire, il est ce qui se fait de mieux en capitalisme. Je veux dire, il arrive, ça dérégule le marché, les prix baissent, la qualité augmente. Je vois pas pourquoi on voudrait prendre ne serait-ce que 0,1% à ces gens-là. De Bernard Arnault. Vous lui piquez la totalité à Bernard Arnault. Ça finance combien de mois d'assurance maladie? D'accord? Ça finance 10 mois. Une fois qu'on a financé 10 mois d'assurance maladie, il n'y a plus d'Arnault, c'est fini. On fait comment? Tout ça est délirant. Donc on a davantage intérêt. Normalement, tu dis ça doit être fini. Le débat, il doit être fini. Si on prend tout... Allez, Bernard Arnault, il a combien? 300 milliards, je pense. On va regarder. Même pour être précis, on va regarder. Fortune, Bernard Arnault. 2025. Même pas 150 milliards, apparemment. Dit ça. Moi, je pense toutes ses parts, il arrive à peut-être un peu plus. Tu finances même pas un an de retraite. Même si tu prends tout. Tu fais le plus communiste des communistes. Tu prends absolument tout. Il n'y a rien qui change. Si je suis votre fil, à ce qu'il paye chaque année des impôts plutôt qu'à prendre une fois et qu'il y en ait plus. Mon fil, c'est de dire qu'il n'y a pas de trésor caché. Ça n'existe pas. Mais pouvez-vous dire aujourd'hui qu'il y a une justice fiscale? Mais bien sûr, la justice fiscale, de toute façon, c'est un objectif permanent. Il n'est jamais atteint. Hein, c'est donc bien entendu qu'on doit le rechercher. Et j'ai déjà exprimé. Ouais, mais lui, il pose problème quand il dit ça, là. Il dit que la justice fiscale est quelque chose qu'on cherche tout le temps. En France, non. C'est bon. Ce que je pense sur le fait de passer, encore une fois, en note de frais des dépenses personnelles. Hein, que ce soit des petites ou des gros. Il y a des gens qui prennent un ticket d'1,5 € parce qu'ils vont se faire rembourser leur café par l'entreprise. D'accord? Et puis, effectivement, il y a des fortunes qui passent dans leur holding des dépenses personnelles. Bon, on va voir la suite, là. On va regarder sur BFM. On évoquait hier comment elle s'appelle, Agnès Verdier-Molinier? L'argumentaire qui a été un peu le socle de la défense de la taxe Zuckman, qui a convaincu quand même Jean Pisani-Ferry, qui a convaincu Olivier Blanchard, qui n'a pas convaincu quand même les sénateurs. Voilà. L'idée que les Français payent 50% de prélèvement et que la petite poignée tout en haut, très 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 riche, eh bien, tombe à un niveau de prélèvement qui est de 27%. Alors, il y avait à l'origine l'étude, je fais juste un petit brief, vous me dites si j'ai bon, Gilles. Hein. L'Institut des politique publique avait voulu comparer le poids des prélèvements des plus riches avec la petite poignée tout en haut ultra riche. Et effectivement, l'IPP était arrivé à la conclusion que l'essentiel des 10% les plus riches sont à un niveau d'imposition qui est de l'ordre de 46%, tandis que le 0,0002% tombe à 26%. Ça, c'était l'observation pour les taux de prélèvement des plus riches. Le calcul qui fait polémique vient du fait que les 50% de taux de prélèvement dont on parle pour l'ensemble des Français cumulent l'ensemble des prélèvements obligatoires. Ça veut dire y compris des cotisations sociales que l'on juge comme du salaire différé, par exemple les cotisations retraite, et y compris la TVA qui, on le sait, pèse proportionnellement plus lourd dans les dépenses d'un ménage pauvre que d'un ménage riche. Logique, mais il se trouve, et là je crois que j'arrive au point qui a nourri les critiques, notamment les critiques formulées par Gilles, que ces gens qui sont les moins riches sont pour l'essentiel bénéficiaires nets des aides sociales. Bah oui, c'est ça. Du coup, contributeur net, je crois qu'il faut être à plus de 30 000 par an pour donner plus d'impôts qu'on ne reçoit d'argent public. Eh bien, plus ils sont aidés, plus ils vont en fait consommer l'essentiel de ce qu'ils ont, y compris leurs revenus, plus les aides qu'ils touchent, ce qui fera apparaître mécaniquement un taux de prélèvement obligatoire plus lourd que la réalité. Bon. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas mal. Bon, alors on était surpris de voir que des économistes, y compris à gauche, s'en prenaient au calcul de Gabriel Zuckman, et vous en faites partie, Gilles. Ouais, alors en fait, effectivement, la tribune, c'est très intéressant, parce que là, bon, je vais pas essayer d'être trop long, c'est vrai que je pourrais vraiment faire l'émission sur ce truc-là, je trouve que c'est très très intéressant ce sujet, je dirais même d'un point de vue sociologique. Il faut voir que donc Jean Pisani-Ferry, Olivier Blanchard, Gabriel Zuckman, c'est moins vrai pour Pisani-Ferry, mais les deux autres, ce sont des géants de la discipline à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'il faut comprendre à qui on a affaire. Hein, Olivier Blanchard est économiste en chef du FMI, j'ai énormément lu ses travaux sur le chômage dans les années 90, il a été pressenti à un moment avec Laurence Summers pour le prix Nobel d'économie. Gabriel Zuckman, il est professeur à Berkeley. Vous ne devenez pas professeur à Berkeley quand vous êtes un petit Français. Vous êtes face à une compétition mondiale avec les meilleurs jeunes économistes de la planète, chinois. Tout le monde veut enseigner à Berkeley, parce qu'en plus, pour aller faire du surf le week-end, et ça, c'est cool. Donc, ces gens-là sont d'énormes tronches qui, depuis tout petit, ont énormément travaillé, sont très, très intelligents et ont produit des résultats qui ont été validés par des gens eux-mêmes très intelligents. Gabriel Zuckman a reçu la John Bates Clark Medal, qui est la médaille
qui annonce les futurs prix Nobel. Duflo l'avait eu, elle est versée, elle est attribuée, en plus il est extrêmement jeune, cet enfoiré de Zucman, je dis ça très très gentiment. Je sais pas quel âge il a, mais il est très jeune. Ouais, il est né dans les années 80. Je vous laisse faire le calcul. Comment il fait pour dire des trucs comme ça alors? Avec sa taxe? S'il est aussi intelligent que ça? Cette médaille donc, est attribuée au meilleur économiste de moins de 40 ans travaillant aux États-Unis. Emmanuel Saez l'avait eu avant lui, etc. Voilà, juste pour situer le truc. Bon, moi, il se trouve que je suis avant tout un enseignant et que j'ai cette mauvaise habitude qui est en train de disparaître, je lis les livres. Et en 2011, il y a 3 auteurs qui s'appellent donc Camille Landais, Thomas Piketty et Emmanuel Saez, qui publient un ouvrage dans la collection La République des idées au seuil, dirigé par Pierre Rosanvallon, vous voyez l'espace intellectuel dont on parle, qui s'intitule Pour une révolution fiscale. Et il y a un graphique qui est central dans cette argumentation et qui m'avait frappé à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il a ce message qu'a répété Gabriel Zucman hier, dans un fil, je crois, hier ou avant-hier, c'est qu'ils affirment, et moi c'est ça qui m'intéressait, c'est pas du tout la question des riches qui m'intéressait, c'est pas du tout là-dessus que j'insistais quand j'enseignais ça à mes étudiants, c'est qu'ils affirment que les taux d'imposition pour l'ensemble des gens qui habitent en France, pour 80% de la population, ils affirment 2 choses. Ces taux d'imposition sont très élevés pour tout le monde. C'est la première chose, en gros entre 40 et 50%. Et la deuxième chose, c'est que ces taux d'imposition sont très modérément croissants avec le revenu. Donc ce qui m'avait intéressé en termes d'économie politique, c'est que ça démentait l'argument qu'on entend tout le monde, auquel tout le monde croit, de la classe moyenne écrasée sous les charges. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils vous disent, même quand vous avez des très faibles revenus en France, vous payez beaucoup d'impôts, et notamment parce qu'on paye beaucoup de cotisations sociales qui sont inclus dans leur prélèvement. Voilà. Et donc, je donne juste un chiffre, ils classent les gens suivant leur revenu par paquet de 10. Les fameux déciles. Les fameux déciles, et ils vous disent, les 10% de personnes en France dont le revenu est le plus faible payent 40% de leur revenu en impôts. Et en fait, j'étais écrasé par le prestige de ces gens-là, évidemment, et donc, je le dis avec ma nuance habituelle, dire que les 10% les plus pauvres payent 40% d'impôts, c'est complètement débile, puisque qu'est-ce que c'est les 10% les plus pauvres ? Je simplifie un tout petit peu. Si on met un revenu médian à 2 000 € par mois en France, c'est en gros ça, les 10% sont des gens qui gagnent le SMIC 200 € par mois. Ce sont des gens qui, évidemment, bénéficient de l'aide sociale, qui reçoivent plus en aide sociale, en RSA, en allocation chômage, comment ils sortent tout ça en taxes. Donc leur taux d'imposition, il est évidemment... Je pense qu'il doit compter la TVA dans l'impôt. Parce que ça n'a pas de sens sinon. Négatif, et c'est très bien, c'est le principe de la redistribution qui a lieu dans tous les pays. En fait, moi, c'est ça que j'expliquais. Donc, comment... Et après, on va passer la parole, Gilles. Oui. C'est pas ce que j'avais prévu. On est content d'être venu, en fait. Il a raison. Il a raison pour les pauvres. Il a tort pour les riches, il a raison pour les pauvres. Oui, c'est pas possible. Au bout d'explication, on va aller prendre un café. Non, on va prendre un café. Finissez mes rapidos. Je vous libère. Et donc, comment est-ce qu'on arrive au fameux chiffre? Donc, c'est que, par exemple, donc là, faut pas que je me gourre, sinon ça ruine tout le truc. Donc, supposons quelqu'un qui a 1 000 € de revenus du travail et qui a 1 000 € d'aide sociale, on s'en fiche de la viande. Ça fait 2 000 €. Oui. On suppose, d'accord, que cette personne n'épargne pas, elle consomme l'intégralité. Donc elle dépense les 2 000 €. On simplifie encore, TVA à 20%, c'est pas vrai parce qu'avec la TVA réduite sur la bouffe, voilà. Donc TVA à 20%, 20% de 2 000 €, ça fait 400. Interro surprise, ça fait 400. Ouais. Et donc, Landais, Piketty et Saez vous disent, cette personne paye 400 d'impôts, son revenu est 2000, 400 divisé par 1000, ça fait 40%. Ouais. Là que viennent les 40%. D'accord. Mais évidemment, qu'est-ce que dit Gilles Raveau, le futur non prix Nobel d'économie, c'est que cette personne, elle reçoit 1 000 € d'aide, elle paye 400, donc elle est bénéficiaire nette de 600 € par mois. Donc je dis, moi, le taux d'imposition de cette personne, c'est moins 60%. Allez. Voilà. Et j'accepte vos applaudissements et maintenant je me tais. Et franchement, quand même, ça met un tout petit peu de relativisme dans l'apologie que vous avez faite de ce monsieur Zucman, qui quand même raconte, excusez-moi, c'est pas la peine d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que quand vous gagnez 1 000 € aujourd'hui en France, vous n'êtes pas imposé à 40%. Bah oui, donc, c'est stupide. La réalité, c'est que, et maintenant, moi, je vais parler un tout petit peu des ultra riches, parce qu'allez dire que les ultra riches sont imposés à 27% dans ce pays, en France, en France. Au moins, ça donne de l'espoir. Tu vois, tu peux avoir des diplômes et dire des dingueries aussi. Franchement, ça n'existe pas, sauf à pratiquer à très grande échelle ce qu'on appelle l'abus de bien social, c'est-à-dire à confondre son entreprise, le tiroir caisse de son entreprise, avec son propre compte en banque. Excusez-moi, je suis entrepreneur, je pars pas en vacances aux frais de l'entreprise ou de ma holding. Je fais pas de cadeaux à Noël aux enfants aux frais de l'entreprise ou de ma holding. Je pars pas en week-end aux frais de l'entreprise ou de ma holding. Je repars pas les volets aux frais de l'entreprise et de ma holding. Donc ça veut dire quoi? Si moi j'ai besoin de sortir de l'argent de la boîte, cet argent, il a déjà été imposé. Il a été imposé à l'IS. Bon, petite boîte, 25%. Très gros milliardaire, 35% aujourd'hui. 35%. D'accord? La boîte, elle a payé la CVAE, elle a payé plein d'autres impôts. Déjà pour commencer. Ouais. Si on dit que la boîte, c'est moi, la boîte, elle a déjà payé beaucoup plus d'impôts que ce que dit M. Zucman. 2. Quand je me distribue le dividende, je paye la flat tax à 30%, plus la contribution dite exceptionnelle sur les hauts revenus. Je suis à 34%. Vous cumulez l'un et l'autre, vous êtes au-delà de 50%. Excusez-moi, vous êtes au-delà de 50%. Surtout, vous êtes déjà taxé, donc je vois pas... surtout que, franchement, honnêtement, regardons-nous droit dans les yeux. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'est pas taxé dans ce pays, que la France nous le laisserait? Que la France, le pays de la taxation, ne taxerait pas? Il y aurait une espèce d'injustice quelque part. Tu es taxé d'une manière ou d'une autre. C'est la classe moyenne qui va tout payer. C'est logique. C'est le plus gros de la population. C'est ceux qui disent, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise sont des voyous et
ils vivent sur le dos de leur entreprise. Les mêmes qui vont nous dire d'ailleurs qu'en fait l'entreprise elle n'appartient pas aux milliardaires, il ne faut pas qu'elle fasse de licenciements parce qu'elle appartient à tout le monde, elle appartient aux communautés, elle appartient, etc. Les mêmes vont nous dire en fait les milliardaires, eh bien ils commettent de l'abus de bien social tous les jours. C'est l'abus de bien social en France, ça vous emmène en prison. Oui, ça vous emmène en prison. Dans l'étude de l'IPP, il n'a jamais été question de mettre en cause l'honnêteté des individus qui seraient susceptibles d'être coupables d'abus de bien social. Il a été question de mettre en cause les systèmes d'optimisation. Bon. Agnès, bon, sur ce sujet qu'on essaye depuis hier, on prend le temps d'essayer de décrypter cette histoire. Donc en fait, M. Zucman nous dit les Français payent en moyenne sur tous les impôts directs 50%. Et les plus riches, les 1800 milliardaires. 0,0002. Absolument 0,0002. Ceux-là, ils paieraient que 27%. Voilà. Alors écoutez, moi je trouve ça hallucinant qu'on ne démonte pas ça plus à fond. Quoi. Parce que en fait, ça vient de la note de l'IPP. Cette note de l'IPP, pour calculer ça, elle ne calcule pas sur la totalité des Français, la note de l'IPP. Elle est que sur le dernier décile. C'est ce que j'ai dit, sur les 10%. Oui, mais attendez, là donc qu'est-ce que c'est on est sur les 10%, on n'est pas sur les Français. Donc déjà, quand il dit les Français, moi j'ai un énorme problème. Parce que je vais croire à ceux qui les écoutent, notamment sur des radios publiques, c'est quand même un sujet que les... Non mais c'est un sujet. C'est un sujet parce qu'on est censé informer avec l'impôt des Français. Alors c'est plus la redevance, mais bon c'est quand même l'impôt des Français, on va le dire. On est censé informer correctement nos concitoyens. Qu'est-ce qu'on fait là? On confond déjà les Français avec les 10%. Donc déjà... Ah oui, D'ailleurs, j'aimerais aussi dire que là, le Zucman, il a fait une tournée. Hein. Franchement, c'est de la propagande. Il est partout. France Inter, France Info, absolument partout. J'ai l'impression de me le taper 24 heures sur 24. Où il répète en boucle les choses comme un peu la propagande, hein, puisque il a raison, l'autre Bernard Arnault, de dire que c'est un militant. Parce que oui, c'est un militant. Hein. C'est pas possible de dire des énormités comme ça, démonter 24 heures sur 24 et être encore invité. C'est le Didier Raoult de l'économie. Ça me pose un énorme problème. Ensuite, ce calcul-là, il est fait avec des revenus non distribués. Quand vous reprenez la note de l'IPP, vous n'êtes pas sur des revenus touchés par la personne, mais c'est y compris ce qu'ils appellent le revenu économique, y compris de l'argent qui n'a pas été touché par les ménages en question. Ça me pose un deuxième énorme problème, parce que quand vous prenez la courbe de l'Institut des politiques publiques, juste sur les 10%, c'est pas du tout 50% et 27%. C'est une courbe qui va finir à 37%. Donc on n'est pas du tout dans j'ajoute, l'IPP dit c'est à partir des 0,1 qu'un phénomène de dégressivité se produit. C'est ce que dit l'IPP. Nicolas, oui. On est sur franchement, une manipulation des chiffres. Enfin, il faut dire les choses, quoi. On ne dit pas les choses telles qu'elles sont dans la vraie vie de ce que vivent les personnes dont on parle. Surtout, ce qui me choque vraiment, c'est quand on parle de taux d'imposition à 27%, même 27%, on trouve que c'est pas assez. 27%. On prend un tiers déjà. Comment ça, c'est pas assez? On est des taux tellement indécents qu'on s'est habitué à se faire violer. Vous savez, on est à 47% de prélèvements obligatoires et en fait, on a juste pris l'habitude. C'est normal pour nous. Franchement, ça me sidère. On a sorti une étude. Pour montrer en pourcentage du revenu disponible brut, donc la totalité du revenu disponible brut des ménages. On a regardé décile par décile. Vous pouvez prendre cette étude, elle est téléchargeable en ligne, c'est impôt des ménages, le retour de l'ISF, point d'interrogation. J'encourage tous ceux qui nous écoutent à aller chercher cette étude. Quand vous êtes sur le premier décile, le pourcentage exact de ce qui est payé comme impôt direct, sur la totalité des impôts directs. Impôt direct, vous prenez quoi dans l'impôt direct? Alors, on prend l'impôt sur le revenu, CSG, CRDS, taxe foncière, taxe d'habitation, IFI et ISF. Il existe encore de la taxe d'habitation, je vous le rappelle. Sur la résidence secondaire et logements vacants. Voilà, bon. DMTG, donc droit de mutation à titre gratuit, donc c'est-à-dire tout ce qui est succession, etc. Donc, à la fin, c'est 8% sur le premier décile. 8% d'impôt, 8%. C'est pas 50%. C'est 8%. Et après, on l'a fait décile par décile. Alors, je vais vous épargner tous les déciles parce que c'est quand même peut-être pas très intéressant. C'est un peu la limite de l'exercice téléradio. Quand dans la presse écrite, tu as ton petit tableau, c'est vachement. Mais alors, je vous dis la moyenne, parce que les Français, c'est quoi? On va dire les Français, c'est la moyenne. Hein, c'est 18,5. Alors, ils sont où les 50%? Ils sont pas là. Et le dernier décile, les plus riches, c'est 42%. Donc la moyenne, c'est 18,5. l'IPP disait 46. Hein, et la moyenne, oui, mais c'est 42%. Bon, voilà, parce que nous, on est sur le revenu disponible brut avec la totalité de ce qu'il y a dans le revenu disponible brut. Et là, je rejoins mon voisin de gauche qui dit... C'est le cas. C'est le cas. Et nous l'avons déjà dit aussi à la Fondation IFRAP dans les années antérieures. Le problème de tous ces travaux, c'est que souvent, ils n'intègrent pas les revenus des aides sociales. Hein. C'est ce que disait Gilles. Absolument. Et ça, c'est un problème parce que le revenu des aides sociales, c'est pas un petit montant. Hein, parce que vous parlez en revenu moyen. C'est quand même stupide, moi, je vous dis en milliards. C'est entre 130 et 140 milliards d'euros supplémentaires qui sont payés par les ménages sous critères de ressources. Hein. Bah oui. Non, mais là, c'est de la malhonnêteté, c'est pas possible, parce qu'on est dans le pays des aides. Comment ça, tu comptes pas les aides dedans? L'APL, les RSA, toutes ces choses comme ça. Donc c'est pas l'épaisseur du trait, c'est entre 130 et 140 milliards d'euros par an. Donc si on ne les intègre pas dans la réflexion, on a tout faux. Donc on peut pas à la fois ne pas intégrer les revenus des aides sociales dans le calcul et intégrer les revenus non touchés par les ménages les plus aisés. Ça, à un moment, ça pose quand même peut-être une question de déontologie. Hein. Si on regarde les choses et qu'on compare, moi je suis tout à fait pour comparer de manière factuelle, mais on regarde décile par décile, en fonction de ce qui a été vraiment touché par les ménages, sonnant et trébuchant sur leur compte en banque, parce que comme le dit Guillaume, on ne peut pas utiliser le compte en banque de sa boîte pour
pour partir en vacances. Voilà, bah, ça pour le coup, c'est un abus de Normalement, avec tes notes de frais, parfois, je ne crois pas que tu puisses faire passer en note de frais, par exemple, l'achat d'un costume par rapport à ta boîte, même si tu travailles en costume. Parce que des fois, c'est pas considéré comme un outil de travail. Hein, parce que quand les gens entendent note de frais, t'entends un mec, il va refaire sa salle de bain, il fait passer ça en note de frais. Ça, c'est un fantasme. C'est dans la tête. C'est une illusion, frère. T'es fou. Mais des fois, il y a des trucs qui se rapprochent vraiment de ton outil de travail que tu ne peux pas passer en note de frais. Oui, non, mais bon, quand même, il faut peut-être le rappeler. Il faut lire. Et puis le jour où la boîte fait faillite, si vous voulez, là, à ce moment-là, tout l'enrichissement a disparu. Parce que les boîtes, ça fait faillite aussi. Il y a des boîtes qui prospèrent, il y a des boîtes. C'est pas juste un tiroir caisse. Je crois que sur les 5 ans qui viennent, la moitié mettent la clé sous la porte. Vision de la société et qu'on essaye de pousser, honnêtement, dans ces réseaux de profs d'économie, qui consiste à dire, en fait, tout LVMH appartient à son actionnaire majoritaire, et comme si c'est une vision, franchement, une déformation de la réalité. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les sociétés. Par ailleurs, oui, alors, Par ailleurs, LVMH fait une grande majorité de son chiffre d'affaires à l'étranger. C'est une entreprise française, à moitié, quoi. Par ailleurs, on nous raconte que ça fait la moitié du chemin par rapport aux besoins 2026, entre guillemets, d'économie. Oui, les 20 milliards de recettes, là. Voilà. Mais alors, ça aussi, c'est un problème. Parce que, en réalité, la taxe en question des 2%, alors on va l'appeler Zuckman, Sass, Autain, cette taxe. Les auteurs de la proposition. Et heureusement, merci, nous avons le Sénat, merci les sénateurs. Merci de donner un peu on va dire, de réalisme et de renouer avec la réalité de ce qu'est la vie économique de ce pays, et au lieu de flotter comme ça en l'air en se disant bah tiens, on va taxer de 20 milliards d'euros. Et ça veut dire que les 20 milliards de recettes vous semblent de toute façon inatteignables. Mais en fait, le rapport du Sénat sur la proposition de loi est hyper clair. Quand vous êtes sur un bien professionnel et que vous voulez le taxer, vous regardez, parce que vous êtes sur une taxe différentielle sur les 2%. Vous regardez, est-ce que vous avez payé au moins 2% en impôt au total par rapport à votre patrimoine total? Ok, on est d'accord Nicolas, on est d'accord Guillaume, on est d'accord Gilles, c'est ça le sujet de la taxe. Ça. Dedans, vous devez intégrer l'IS, l'impôt sur les sociétés, puisque vous êtes sur du bien professionnel. On est d'accord. Si vous intégrez l'IS, en fait, c'est pas 20 milliards de recettes, c'est 2 ou 3 milliards d'euros de recettes. Et ça fait pchit. Donc, vous voyez, le problème, c'est exactement ce que disait Guillaume au début. Pourquoi faire semblant que personne morale et personne physique, c'est la même chose? C'est pas la même chose. Et en réalité, si on confond les deux, on réintègre l'impôt sur les sociétés. Si on réintègre l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas la recette au bout du chemin. Elle n'existe pas, cette recette. Il y a un truc qui était très intelligent, que j'ai connu, alors là, je vais aller très à gauche, que j'ai connu quand je travaillais en Hollande. En Hollande, ils ont inventé un truc qui est pas mal, qui s'appelle la Box 3. La Box 3, elle prend votre patrimoine perso, hein, ils vont pas s'amuser à aller chercher les trésors des entreprises, etc. Vous prenez votre patrimoine perso, d'accord, et ils vous disent, j'estime que vous devez gagner au moins 4% avec votre patrimoine perso, et donc je vous prends 1,5 ou 2% de ce patrimoine perso. Mais c'est libératoire de tous les autres impôts. Donc il n'y a plus d'impôts sur les dividendes, il n'y a plus d'impôts sur les revenus de capitaux, il n'y a plus d'impôts sur les loyers, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes poussé à faire travailler votre capital. Et ils font la chasse au capital dormant. Et moi je trouve que c'est très intelligent. C'est une espèce de taxe Zuckman, sauf qu'il y a les 2% d'un côté, d'accord, et puis il n'y a plus rien de l'autre. Ça vient. On peut aussi arrêter de taxer. Genre dans le pays le plus taxé du monde, on peut aussi s'arrêter, quoi, aussi. Hein. Comme cette vidéo d'ailleurs. Abonne-toi à Plus dans le but.